Un Dieu en colère. Mythe. Un homme du nom de Noé qui bâtit une arche de ses mains pour survivre au déluge. Et complot. Tout cela s'est-il déroulé comme le prétend la Bible? Avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Bon, cette semaine, tu t'inspires d'une nouvelle diffusée dans le Journal de Montréal du 27 avril qui disait quoi au juste? On disait qu'on avait retrouvé l'arche de Noé. Encore? Encore, oui, effectivement, combien? encore, parce que, comme tu le soulignes si bien, tous les 2 ou 3 ans à peu près, des groupes d'aventuriers se rendent sur le mont Ararat en Turquie. Pourquoi Ararat? On va revenir là-dessus. Mais donc, les gens se rendent sur le mont Ararat tous les 2-3 ans, font des expéditions, et à peu près à chaque fois, lorsque les gens redescendent de la montagne, ils affirment avoir trouvé l'arche de Noé. Malheureusement, chaque fois, les preuves sont manquantes, hein? Ou bien on a perdu l'appareil photo qui a pris les photos de l'arche dans une crevasse, Ça tombe mal. ou bien au moment de retourner sur les lieux, une tempête de neige empêche de retourner exactement à l'endroit. Donc bref, jusqu'à maintenant, toutes les prétendues découvertes de l'arche se sont révélées très douteuses parce qu'on n'avait pas de preuves matérielles. Alors donc, la semaine dernière, lorsqu'un groupe d'évangélistes chinois qui avait mené une expédition sur le mont Ararat en sont redescendus en nous disant « Nous avons trouvé l'arche de Noé », évidemment, la nouvelle, je l'ai pris moi personnellement avec un grain de sel, d'autant plus que je suis déjà allé sur l'Ararat en 2008 lors d'une expédition et je me suis gelé les pieds, mais je n'ai rien trouvé. Mais Pourquoi Ararat? Pourquoi tout le monde est là pour chercher l'arche de Noé? parce que dans le récit biblique, si on se réfère à la Genèse, dans le récit, on nous dit que Dieu, donc après avoir ouvert les écluses du ciel et de la terre, a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits sur la terre. Ouais. Il a épargné Noé, évidemment, qui avait fait monter dans un immense bateau de bois un couple de chaque espèce animale, ainsi que sa famille. Et donc, la famille de Noé, après avoir erré des mois sur cet océan, la Bible nous dit, lorsque les eaux se sont retirées, l'arche s'était arrêtée sur les montagnes d'Ararat. Alors, on parle ici de les montagnes d'Ararat. À l'époque du récit de la Genèse, les montagnes d'Ararat étaient une chaîne, un massif qui se trouvait à la frontière de l'Arménie. Aujourd'hui, compte tenu on a redessiné un peu les frontières politiques, c'est difficile de situer exactement, mais il y a dans cette chaîne de montagnes d'Ararat un mont qui s'appelle le mont Ararat. Alors évidemment, tous les aventuriers de l'Arche perdue se donnent rendez-vous sur cette montagne qui culmine quand même à 5165 mètres d'altitude. Donc c'est une très importante montagne. Mais qu'est-ce que t'es allé faire là? Ça te tentait pas d'aller à la plage à la place? Mais tu sais, il y a 2 ans, j'ai tourné une série qui s'appelait « À la recherche des reliques saintes ». Ouais. Donc évidemment, l'Arche de Noé faisait partie du groupe. On s'est donné rendez-vous sur le mont Ararat et qui, à partir du 2/3 de sa hauteur, est couvert par des neiges éternelles. Donc on s'est rendu jusqu'au glacier, là où les gens prétendent avoir vu l'arche, mais malheureusement, je n'ai rien retrouvé. Alors encore une fois, lorsque les Chinois nous annoncent qu'ils ont trouvé l'arche, évidemment, je prends ça avec un grain de sel, mais ils tiennent une conférence de presse et là, c'est coup de théâtre. Ils nous présentent pendant à peu près 2 minutes et demie des images tournées de leur découverte, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Et là, je dois t'avouer que ou bien il s'agit de la plus grande découverte archéologique de tous les temps, ou on est en présence d'une fraude à la hauteur de cette histoire de l'autopsie de l'extraterrestre de Roswell. Tu te rappelles sans doute, là, il y a quelques années. Ouais, le E.T. en rubber. Le E.T. en rubber. Donc, parce que les images... Mais ça a duré longtemps, l'affaire de Roswell. Oui, absolument. Ça a duré un bout de temps. Pendant au moins 2 ou 3 ans avant que des gens impliqués directement dans la fraude, parce qu'évidemment, dès le départ, il y avait des spéculations sur le fait que le film était une fraude. Je pourrais en reparler dans une autre chronique, mais il y avait un contexte qui laissait supposer la fraude. Okay. Mais il a fallu quand même 2 ou 3 ans avant que des gens directement impliqués avouent avoir participé à l'arnaque. Dans le cas de l'Arche de Noé, donc, les Chinois nous présentent en conférence de presse des images. Alors, pour situer un peu les auditeurs qui n'auraient pas vu ces images, on voit donc les membres de l'expédition pénétrer dans ce qui nous semble a priori être une crevasse. Et puis là, on les retrouve à l'intérieur dans une espèce de caverne, mais on découvre très rapidement que cette caverne est l'intérieur de l'arche. Ils sont à l'intérieur du navire. On voit des poutres de bois qui immergent de la glace, qui forment une sorte d'arche au-dessus d'eux. Les gens voient des gens qui tapent sur les murs. On entend bien que les murs sonnent creux. On est bien et bien à l'intérieur d'une construction. Le plancher semble également en bois. On nous découvre en fait ce plancher. Et je dois t'avouer que la préservation du bois m'a beaucoup surprise. Moi, qui a une formation quand même en histoire, je sais qu'après 4500 ans, le bois ne se conserve pas aussi bien. Dans ce cas-là, le bois est particulièrement bien conservé. Parce que dans l'Atlas? Ou... Ben, en fait, c'est... Parce que c'est une fraude.
Et là, tu commences à glisser vers une possible solution. En fait, ce que l'on découvre au moment de la conférence de presse, c'est que la découverte n'est pas aussi récente qu'on laisse supposer. En fait, les Chinois seraient montés sur l'Ararat en 2009, donc à l'hiver 2009, donc il y a quand même quelques mois. Ils auraient trouvé l'arche. Ils ont attendu donc ces 4 à 5 mois là avant de faire l'annonce de leur découverte, parce que, disent-ils, ils ont fait des prélèvements de bois qu'ils ont soumis à l'analyse au carbone 14. Ces analyses auraient confirmé que le bois datait de 4500 ans, donc à peu près à l'époque où on situe le récit du déluge. Le problème, et c'est là que ça commence à sentir mauvais, je dois t'avouer, moi, que j'ai presque un 6e sens pour sentir ce type d'arnaque. Écoute, quand ça fait 35 ans que tu es dans le milieu de l'étrange, on en a vu d'autres, comme on dit. Et là, ce qui est assez mystérieux, c'est que les Chinois, d'abord, c'est un groupe d'évangélistes, ce ne sont pas des archéologues. Les évangélistes ont comme leitmotiv de démontrer que le récit biblique doit être pris à la lettre, donc factuellement. Et lorsque l'on parle du récit de Noé, évidemment, les historiens vont nous dire c'est une sorte de fable sur le bien et le mal, alors que eux, les Chinois, les évangélistes, en fait, soutiennent que ce récit doit être pris de façon factuelle. Bien sûr, la découverte de l'arche sur le mont Ararat viendrait prouver que le récit est en fait un événement factuel. Ouais. Donc, ces gens-là... Donc, il n'y a pas de recul. Effectivement, il n'y a pas un recul historique ni même archéologique par rapport à ça. Les Chinois se sont également refusés de dire où se trouve l'arche. Ils doivent, disent-ils, protéger le site en attente que l'UNESCO le déclare patrimoine mondial, bon, etc. Donc, il y a tout un contexte, disons, social et humanitaire qui empêche finalement d'autres archéologues de confirmer ou d'infirmer cette découverte. Donc, déjà là, ça commence à sentir un peu mauvais, toute cette histoire-là. Et il faut dire que depuis l'annonce de cette découverte, des membres dissidents qui auraient dû faire partie de l'expédition initialement et qui avaient été repoussés pour X ou Y raison, ont laissé sous-entendre que le bois que l'on voit dans le film aurait été en fait acheté à un commerçant près de la mer Noire, transporté sur l'Ararat et mis en place pour nous laisser croire qu'on avait trouvé l'arche de Noé. Donc, on a tout un contexte ici qui sent un petit peu mauvais. Ouais. Mais il n'y a aucune façon de vérifier tout ça. Là. Pour l'instant, il n'y a aucune façon. Et tu as mentionné tantôt pourquoi l'Ararat. Bon, j'ai mentionné le récit biblique. Il y a quand même des éléments là-dedans qui sont assez amusants et qui nous permettent quand même de départager une part de l'histoire d'une part de la fable. Hein. C'est-à-dire que si on regarde le récit biblique, Dieu dit à Noé de construire cette arche, il lui donne des données, on retrouve ça dans la Genèse 6 et 7, et il dit l'arche doit mesurer 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Quand on sait qu'une coudée équivaut à peu près à 51 cm, ça veut dire que l'arche aurait mesuré quelque chose comme 165 mètres, donc c'est-à-dire l'équivalent de 2 Boeing 747 mis bout à bout. Sans les ailes, bien sûr. Ah ouais. Donc, on comprend bien que à l'époque, dans l'Antiquité, on n'avait pas cette connaissance navale pour construire un bateau aussi gigantesque. Et évidemment, si un tel chantier avait pu être possible, ça leur aurait demandé quand même des dizaines, sinon des centaines d'ouvriers, non pas Noé et sa famille. Hein. On comprend avec également, un clou, puis avec un clou, marteau, exactement. Et on comprend également qu'embarquer une paire de tous les animaux de la création, bien sûr, quand on sait qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers d'espèces, uniquement 1 million d'espèces d'insectes, par exemple, on comprend que l'arche n'aurait pas suffi à emporter tout ça. Ensuite, on nous dit il faut y pogner, ces bébêtes-là. Absolument. Il faut courir après dans le jungle. Et comment Noé, qui vivait en Mésopotamie, aurait-il pu embarquer des kangourous qui, eux, vivaient en Australie? Ben oui. Ensuite, donc là, on a déjà un problème. Mais le récit n'en est pas à une ambiguïté même. On nous dit également que Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, que cette eau a recouvert, en fait, tous les montagnes la Bible nous dit, jusqu'à 15 coudées au-dessus de la plus haute des montagnes. Quand on sait que le mont Everest culmine à 8800 mètres, on comprend que pour couvrir la Terre entière et recouvrir même le mont Everest, il aurait fallu une quantité d'eau équivalente au double de nos océans. Donc, cette eau où serait-elle passée ensuite? Et il faut uniquement pour la connaissance, il faut savoir que si on faisait fondre, par exemple, tous les glaces qui existent actuellement sur Terre, de l'Antarctique à l'Arctique en passant par le Groenland, les océans n'augmenteraient que de quelques mètres seulement.
Alors, on est loin de recouvrir une montagne comme le mont Ararat à 5165 mètres. Alors, d'où est venue cette eau et où est-elle passée? On le sait pas, Ouais. mais des historiens ont quand même fait des travaux et ont démontré que probablement que le récit biblique de la Genèse, évidemment ça va déplaire sans aucun doute à nos fondamentalistes religieux, mais le récit de la Genèse aurait... D'abord, il faut dire que ce récit est un récit fondateur qu'on retrouve dans plusieurs cultures. Même ici en Amérique, par exemple, les Amérindiens Squamish qui vivent sur la côte ouest américaine et canadienne ont un récit où le grand Manitou décide de refaire la création et d'envoyer une inondation et une famille est sauvée dans une grande barque qui va aller s'échouer sur le mont Baker en Oregon. Donc on voit un récit qui est assez semblable au récit biblique. Dans le cas de ces récits, les historiens croient que ces récits auraient pu être inspirés par une série de petites inondations locales. Et on sait par exemple des travaux menés par des géologues montrent qu'à un moment donné, après la dernière glaciation, l'océan, la mer Méditerranée aurait pu augmenter à un niveau tel que la mer Marmara se serait déversée dans un grand lac intérieur et ce serait probablement la plus grande inondation qui aurait subi cette région à l'époque. Et c'est probablement le souvenir de cette inondation qui aurait inspiré le récit biblique. Récit d'ailleurs qui n'est pas propre à la Bible. Hein. On a des récits de cette même région de la Mésopotamie qui sont antérieurs au récit de Noé. Par exemple, dans l'épopée Gilgamesh, qui date d'au moins 1000 ans avant le récit biblique, on a un récit qui ressemble assez à celui de Noé. Donc on croit que les auteurs du récit de Noé se seraient inspirés de l'épopée Gilgamesh. Donc tout ça pour dire que il y a sans aucun doute des inondations locales. Probablement que des gens, évidemment, en voyant monter les eaux, ont dit on va mettre nos avoirs dans une barque. Et ces gens-là ont survécu. Bon, et ces récits ensuite ont été transposés à une échelle divine et dantesque pour en faire le récit de Noé. Aussi, c'est du bouche à oreille, là. C'est des histoires qu'on s'est racontées jusqu'à temps que quelqu'un l'écrive. Oui, absolument. C'est bien que tu dises ça parce que le récit de Noé, par exemple, on a à peu près 1000 ans de tradition orale avant qu'on ait un premier écrit là, dans le cas de la Bible. Et tu connais le principe du téléphone arabe. Absolument. Hein? Tu as une chemise bleue, tu finis avec un chandail gris. Et là, c'est le téléphone mésopotamien. Oui, c'est encore plus compliqué. On s'arrête un instant, on fait une petite pause, on revient avec Christian Page. Bon, Christian, là, on sait que tout ça, c'est un récit. L'Arche de Noé, c'est de la fable aussi. Là, c'est une façon de raconter une histoire basée sur des inondations. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui reste de ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui reste de ce qui est faux? Voilà. Dans le cas de l'Arche de Noé, puisque le récit biblique nous dit que l'Arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat, il est vrai que depuis la fin du 19e siècle, des groupes d'explorateurs se sont donné rendez-vous sur la montagne et leurs récits sont venus alimenter la légende d'un immense bateau. Hein. On pense par exemple à la fin du 19e siècle, il y a eu toute une série de séismes dans la région de l'Arménie. Et des groupes de géologues, apparemment, se seraient rendus sur le mont Ararat. Et là, on a un premier récit où les gens soutiennent avoir vu dans la glace, sur l'un des glaciers, en fait, la proue d'un navire qui émergeait de la glace. Ensuite, on nous raconte que durant la Révolution russe, un peu avant la Révolution russe, des Soviétiques auraient été sur le mont Ararat, parce qu'il faut situer la montagne. Le mont lui-même se situe à la frontière de la Turquie, de la Russie et de l'Iran. Donc, c'est vraiment un point charnière. Et c'est assez difficile d'ailleurs d'y avoir accès. Moi-même, quand j'y suis allé en 2008, je dois t'avouer qu'on avait fait des pieds et des mains pour obtenir les autorisations nécessaires pour se rendre sur la montagne. T'es passé par où? Par la Turquie. Ouais. Donc, on a passé par la face ouest. Mais passer par la face nord ou la face est, donc c'est face à la Russie ou face à l'Iran. Là, ça demande d'autres autorisations. Ils sont moins accommodants. Oui, on n'a pas beaucoup d'accommodements raisonnables dans ces coins-là. Et je dois t'avouer qu'on a croisé de nombreuses patrouilles militaires qui circulent dans le secteur. Ouais. Donc, à partir du 19e siècle, on a toutes sortes de récits de gens qui vont sur l'Ararat, qui soutiennent y avoir observé un navire de bois et des récits même assez complexes. Des gens disent on est allé sur le bateau, on est entré à l'intérieur, mais évidemment, il n'y a jamais aucune preuve de cela. Même en 1949, pour les amateurs de conspiration, en 1949, la CIA, qui procède à de la photographie aérienne de cette région qui est très névralgique entre la Russie et la Turquie, vont photographier quelque chose sur l'Ararat, une photographie qu'ils vont mettre en archive et qu'ils vont classer sous le titre de Anomalie Ararat.
Et cette photographie ne va être rendue publique que dans les années 70. Et c'est vrai que l'on voit sur le glacier une sorte de masse oblongue, brunâtre, qui semble émerger de la glace. Aujourd'hui, il est à peu près certain que cette masse n'était qu'un rocher qui était à fleur de glace, si je peux dire, parce qu'on avait eu cette année-là un été particulièrement chaud. Le glacier avait en partie fondu et il est possible, à travers une glace à moitié translucide, de voir des formes qui ne sont peut-être pas nécessairement celles qu'on croit qu'elles sont. Et donc, des expéditions se sont succédées sur l'Ararat et on pourrait dire ces gens sont tous des illuminés. Et détrompe-toi, on a là-dedans des gens qui sont tout à fait des gens très cultivés, très instruits. On pense par exemple dans les années 70 et 80 même, 2 ou 3 expéditions ont été dirigées par Jim Irwin. Jim Irwin était le commandant de la mission Apollo 15, l'un des 12 hommes à avoir marché sur la Lune. C'est un bonhomme qui était excessivement religieux. Moi, je l'ai rencontré ici à Montréal à un moment donné à la sortie d'un congrès sur les témoins de Jéhovah. Où il avait participé, donc on s'était donné rendez-vous. Évidemment, je ne partageais pas son point de vue religieux. C'est un homme qui était, comme je l'ai mentionné, excessivement religieux. T'es pas témoin de Jéhovah, toi? Non, malheureusement. Ah bon? Malheureusement pour les évangélistes. Mais pourquoi tu sonnes chez nous à tous les samedis matins, me réveiller? Ah, tu m'as reconnu? donc, ces gens se sont donné rendez-vous et chaque fois, lorsqu'ils redescendent de l'Ararat, ils nous disent on a trouvé l'arche, etc. Mais évidemment, les preuves sont manquantes. On a également une autre structure, parce que c'est bon de le mentionner, une autre structure qui a été photographiée à la fin des années 50, qui se trouve à peu près à une quarantaine de kilomètres du mont Ararat. C'est une forme rocheuse qui se trouve au fond d'une vallée, qui ressemble étrangement à un bateau, et cette forme a à peu près les dimensions de la biblique arche de Noé. Et encore là, des gens sont allés là avec des scanners, ils ont passé la formation rocheuse au peigne fin. Certains ont soutenu qu'ils y avaient détecté des sortes de murs à l'intérieur, des structures, mais des travaux plus récents, du carottage fait par des archéologues, semblent plutôt démontrer que cette structure n'est rien d'autre qu'une formation faite de coulées de boue qui se seraient accumulées et apparemment, les couches de sédiments relevées montrent bien qu'on est en présence d'une terre et de sédiments qui sont originaires de la région de l'Ararat. Mais il n'y a pas eu, Christian, une photo qui a circulé au cours des années 80 où vraiment tu avais l'impression de voir un bateau, la carcasse d'un bateau? C'est cette photo dont je te parle, c'est cette formation rocheuse qui se trouve au fond d'une vallée, donc qui a été photographiée dès 1959 par un pilote de l'OTAN. Et cette photo aérienne nous montre effectivement ce qui semble, vu des airs, à un bateau. Mais lorsque l'on est sur place, et j'y suis allé, bien sûr, n'ayant pas trouvé l'arche sur l'Ararat, je me suis rabattu sur cette arche qu'on appelle arche de Dury-Pinard, du nom du photographe de l'OTAN qui l'avait photographié la première fois. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Lorsqu'on est aux côtés de cela, ça a vraiment l'air d'un bateau. On dirait une grosse motte de boue qui a la forme d'un bateau. Et j'en ai ramené un petit bout dans mes valises. T'as pas le droit de faire ça. Non, je sais, mais je l'ai fait quand même. Okay. Et comme je l'ai mentionné, donc des travaux menés par des géologues semblent plutôt parler d'une formation tout à fait naturelle. Évidemment, on comprend que des formes de bateaux, cette forme un peu qui ressemble davantage à une larme qu'à un navire, ces formes-là sont assez courantes. Quand on regarde des affaissements de terrain un peu partout à travers le monde, on va retrouver cette forme. Évidemment, on n'en fait pas tout un plat avec ça, parce que c'est une forme naturelle. Mais évidemment, une forme qui rappelle un bateau, près du mont Ararat, en Turquie, le récit de Noé, évidemment, ça nous fait rêver, évidemment. Et pour les 15 minutes de gloire, c'est toujours pratique. Absolument. Donc, on a toute une série d'ouvrages qui ont été publiés là-dessus, mais à attendre. Il faudra attendre ce que les Chinois ont découvert. Ou bien, comme je l'ai mentionné, c'est une fraude, ou bien c'est la plus grande découverte archéologique. Et si c'est la plus grande découverte archéologique, je crois que demain, il faudra peut-être écrire les livres d'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est vraiment l'arche de Noé, et on s'entend que c'est... Il y a loin de la coupe aux lèvres. Ça risque de pas être le cas. Je pense que les Canadiens ont plus de chances de gagner la coupe. Tu crois? Oui. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Évidemment, dans un premier temps, il y aurait toute une série d'énigmes qui seraient posées. Si ça se révélait être l'arche de Noé, il faudrait d'abord reconsidérer cette vision des fondamentalistes religieux qui nous disent on doit prendre le récit biblique de façon factuelle. Alors là, on aurait une preuve éloquente de leur affirmation. Tous les historiens en seraient sans aucun doute sur leur postérieur. Il faudrait réécrire les livres d'histoire. Évidemment, il faudrait expliquer comment un bateau a pu se retrouver sur un glacier à quelques 5000 mètres d'altitude. Parce que là, évidemment, il n'y a aucune hypothèse
naturelle qui permettrait de justifier la présence de ce navire. Évidemment, ça voudrait dire qu'il y a eu de Dieu est intervenu. Ah, oui. Il faut que Dieu intervienne quelque part, crois-moi. Comme dans la victoire des Canadiens, d'ailleurs. Ouais. OK, donc on va suivre ça et c'est quoi les prochaines étapes là? Est-ce qu'il y a des enquêteurs qui vont s'ajouter ou... Pour l'instant, les Chinois refusent de révéler l'endroit où se trouve l'arche. Ce qu'ils nous disent toutefois, c'est que l'altitude du bâtiment se trouve à plus de 3500 mètres d'altitude, donc à un endroit où il n'y a pas eu de construction humaine. Parce qu'évidemment, quand on regarde les images, on n'a pas la perspective d'un bateau. On voit bien qu'ils sont à l'intérieur d'une structure. Cette structure semble en bois, mais il pourrait s'agir, par exemple, d'une habitation. Mais le fait qu'elle se trouve à plus de 3500 mètres d'altitude, on sait qu'il n'y a eu aucune construction, aucune habitation humaine sur le mont Ararat à cette altitude, puisqu'on est en plein milieu d'un glacier. Donc, les Chinois nous disent l'altitude, c'est plus de 3500 mètres. Ils ont demandé par la bouche de leurs collègues turcs que l'endroit soit déclaré par l'UNESCO patrimoine mondial. Et ce n'est que sur la foi de cette déclaration qu'ils vont révéler au reste du monde l'endroit où se trouve l'arche et permettre à des archéologues laïcs, si je puis dire, de se rendre sur place et de confirmer leur découverte. Ou l'arche a pogné une maudite vague. Absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci Christian Page, merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle demain dès midi. Au revoir.